Philippe Brun et non Kevin, comme ça aurait pu arriver. Bienvenue, bonjour. Nous allons parler d'une de vos propositions de loi, en tout cas d'un de vos projets de groupe de travail, mais on va commencer par les propositions du président de la République. Hier, c'était le 65e anniversaire de la Constitution de notre République. Il est allé au Conseil constitutionnel porter un projet d'élargissement du champ du référendum. C'est-à-dire que l'article 11 de la Constitution puisse nous permettre demain de poser des questions aux Français par référendum sur des sujets plus larges qu'aujourd'hui. Y êtes-vous favorable ? Plutôt favorable à élargir évidemment le champ du référendum. Mais ne nous payons pas de mots. Le président de la République a de toutes ses forces refusé toutes nos tentatives justement de soumettre par exemple la réforme des retraites à référendum. Parce que la Constitution justement l'interdit pour l'instant. Écoutez, le gouvernement a déposé mémoire sur mémoire devant le Conseil constitutionnel pour empêcher ce référendum d'initiative populaire que nous souhaitions mettre en place. Ça me rappelle un peu Manuel Valls qui proposait de supprimer le 49.3 après en avoir fait un usage très important lors de son mandat. Alors moi je crois que cela est une forme de diversion. On a une période inflationniste très grave. Les Français nous demandent de trouver des solutions sur le pouvoir d'achat. Et là, cette proposition paraît assez incongrue. Pourquoi incongru ? Parce que les Français sont en demande de démocratie directe. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Leur dire on va essayer de trouver une majorité parce qu'il faut les 3/5 du Congrès, ça peut répondre à leurs aspirations. Bien que le président de la République soumette lui-même à référendum un certain nombre de textes. Par exemple, je crois qu'il veut faire passer le projet de loi, un certain nombre de projets de loi, il peut le faire par référendum. La réforme des retraites, elle aurait dû être soumise à référendum. Ça aurait pu coincer au Conseil quand même. C'est pas. Non, la réforme des retraites, elle peut passer par référendum. Il y avait la question du référendum d'initiative populaire, mais elle pouvait tout à fait passer par. Si le président de la République l'avait décidé. Là, je crois que le sujet, c'est le référendum sur l'immigration, sur le texte immigration. La droite, l'extrême droite veulent interroger les Français sur ce sujet. Pour dire quoi ? Si c'est pour dire les étrangers dehors, vous aurez rien réglé. C'est pas le sujet aujourd'hui. La loi telle qu'elle nous est proposée, là, le projet de loi proposé par Gérald Darmanin ne règle absolument rien d'ailleurs. Il y a d'un côté les régularisations, moi j'y suis favorable. Elles sont possibles par simple circulaire. Vous lisez le CESEDA, il y a un article qui permet à un préfet, de manière discrétionnaire, de régulariser. Ce que Manuel Valls d'ailleurs avait encouragé. Fait, exactement. Donc faisons une circulaire pour régulariser tous les étrangers qui travaillent et on aura gagné du temps. Ensuite, sur la partie, disons plus répressive, l'idée de réduire les délais par exemple, elle me semble également inutile. On a eu, je crois, 28 lois pour refaire notre CESEDA, c'est le code des étrangers depuis 15 ans. C'est excessif. La droite veut un changement de la Constitution pour dire nos lois nationales sur l'immigration doivent être supérieures aux directives européennes. C'est pas une directive européenne, c'est la Convention européenne. C'est la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, c'est un Frexit juridique pour vous ? Alors la vérité, c'est que quand on regarde de manière très précise, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, ne reconnaît pas l'applicabilité, notamment de son article 8 sur la vie privée et familiale, à des étrangers qui sont venus en situation irrégulière. Donc en fait, c'est les juridictions françaises qui font une interprétation sans doute excessive de la Convention européenne. Donc on n'a pas besoin de la bloquer. Alors, encore une fois, je crois que le monde politique français n'est pas à la hauteur aujourd'hui du débat sur l'immigration. On raconte tout et n'importe quoi. Quelle est la réalité ? Aujourd'hui, on a évidemment une vague migratoire dans notre pays, d'ailleurs dans toute l'Europe. Et que se passe-t-il ? Eh bien, nous n'arrivons pas à renvoyer ceux qui sont en situation irrégulière chez eux. Pourquoi ? Parce que les pays refusent en fait de les reprendre. C'est la réalité, on n'a pas de laissez-passer consulaire. Comment consulaire. on en sort ? Écoutez, moi je crois qu'il faut lancer la machine à intégrer. Et en France, on n'a pas de politique d'intégration. On n'a pas de politique d'intégration. Avant, on intégrait comment ? Par le travail et par l'école. Aujourd'hui, le travail intègre beaucoup moins, car on a détricoté le code du travail, car on a et on a du chômage, on a moins de place. On n'a pas beaucoup de chômage. Aujourd'hui, vous interrogez les entreprises, ce qu'elles demandent, c'est d'avoir de la main-d'œuvre. Donc on n'a plus ce sujet de chômage aujourd'hui en France, compte tenu du départ à la retraite d'un très grand nombre de Français et de la pyramide des âges. Et puis ensuite, il y a le deuxième sujet, c'est l'école. Et l'école, elle n'intègre plus autant qu'elle l'intégrait jadis. Moi, je pense qu'il faut une grande politique d'intégration. Il faut mieux répartir les étrangers sur l'ensemble de notre territoire. Construire des logements sociaux dans l'ensemble du pays et pas seulement dans les zones qui en bénéficient déjà. Et reconquérir des aires ruraux ou urbains. Bien, je le crois, bien sûr. Nous devons mieux répartir, je crois, les étrangers qui arrivent sur le territoire. On doit travailler évidemment sur la question de la langue, sur la question de l'intégration de manière générale. L'intégration, nous devons la porter fortement. C'est la seule solution, je crois, pour faire face à ces arrivées qui sont assez nombreuses. Et est-ce que vous seriez prêt, en parallèle à cet effort d'intégration, à une stratégie par quota, c'est-à-dire que selon les pays, selon les professions, on détermine qui a le droit de venir ?
Bon, c'est très compliqué. Et puis, par profession, c'est compliqué également. Car moi, ce que je constate, c'est qu'on a des gens qui viennent. Moi, je reçois en permanence des gens qui arrivent dans l'Eure, voilà, qui est effectivement un département en Normandie, qui, par exemple, sont biologistes dans leur pays et qui vont devenir balayeurs en France parce qu'il n'y a pas les équivalences. Donc, les quotas par profession, ça me semble compliqué. En tout cas, je crois qu'il faut une politique d'intégration extrêmement forte, un office français de l'immigration et d'intégration qui joue pleinement son rôle et qui ne soit pas seulement un organisme bureaucratique chargé de faire respecter un certain nombre de choses. L'OFII aujourd'hui dit elle-même que les cours de français qu'elle prodigue ne sont pas au niveau. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Donc il faut renforcer ça. Il faut mettre le paquet là-dessus. Un dernier mot sur le référendum. Il y a l'aspect référendum d'initiative partagée ou populaire. Il y a le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui appelait de leur vœu leur gilet jaune. De ce côté-là, vous seriez prêt à soutenir le gouvernement s'il y a des avancées? Par exemple, baisser le nombre de signatures nécessaires pour un RIP? Oui, mais souvenons-nous encore une fois de ce qu'a fait le gouvernement pour s'opposer de toutes ses forces à notre RIP. C'était sur Aéroport de Paris. Oui. Vous vous souvenez, ce racket gigantesque, le gouvernement qui voulait privatiser une grande partie du foncier en vérité. Il n'est pas advenu, il n'y a pas eu de référendum, mais on l'a pas fait. Grâce au Covid. Bon, eh bien, le gouvernement s'est opposé de toutes ses forces. Ils ont mis en place un site internet pour récupérer les signatures où vous deviez mettre votre code postal qui n'était pas votre code postal à vous, mais votre code INSEE pour que les gens se trompent. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous habitez dans le 16e arrondissement, il ne fallait pas mettre 75 016, mais 75 116. Les CEDEX. Pour empêcher les gens de s'inscrire. Donc, encore une fois, le gouvernement ne trompe personne. Leur objectif, c'est d'empêcher toute procédure référendaire et ils l'ont bien prouvé depuis maintenant en 2017. Alors, vous lancez un groupe de travail sur les familles monoparentales. Mais pourquoi faire ? Ce qu'on constate aujourd'hui, Christophe Barbier, c'est qu'il y a un sujet totalement orphelin de la vie politique française, c'est la question des mères célibataires. On a aujourd'hui 25% des familles qui sont monoparentales dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un parent sur 4 qui vit seul. Et 83% des monoparents sont des femmes. 40% de ces femmes vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le grand sujet social du pays qui est invisibilisé aujourd'hui médiatiquement, qui est invisibilisé politiquement, qui aujourd'hui nourrit les files d'attente des Restos du Cœur, du Secours catholique, du Secours populaire. Ce sont les femmes seules avec enfants, qui a été particulièrement mise en cause durant le sujet de la période des émeutes. On s'est rendu compte qu'un grand nombre étaient des enfants de parents seuls. Parce qu'être seul, c'est moins bien éduqué parce qu'on n'a pas le temps, quoi, et pas les moyens. Absolument. Qui a rempli les ronds-points des gilets jaunes? C'était aussi des mères célibataires, des familles monoparentales. Donc le sujet de la monoparentalité, c'est le sujet social du pays. Les femmes seules avec enfants, ce sont les nouvelles damnées de la terre. Alors, à quoi va servir votre groupe de travail? Alors, le groupe de travail est transpartisan. Donc, il y a des députés macronistes, LR, Modem, évidemment de gauche. Mais pas RN. Non, il y a une digue avec le RN que nous maintiendrons jusqu'au bout. Nous serons peut-être les derniers à la maintenir, mais on la maintiendra jusqu'au bout. Et vous voulez une proposition de loi ou un bouquet de loi? Alors, une proposition de loi et donc, qui serait transpartisane et qui permette d'apporter des solutions à la situation de ces familles. Par exemple, sur la tarification des activités qui sont proposées par les communes, des activités sportives également. Sur la question du logement, car aujourd'hui, nos logements, ils sont pas adaptés à la monoparentalité. Sur la question de la garde d'enfants, on voit bien à quel point, par exemple, sur le RSA, on a un grand nombre d'allocataires aujourd'hui du RSA qui sont des femmes seules avec enfants, qui cessent de travailler parce qu'elles ne trouvent pas de mode de garde adapté, parce que la garde est trop chère par rapport à leur salaire. Tout cela, il faut le mettre sur la table. Je crois que c'est très important. Dès qu'on parle des familles monoparentales, en fait, on parle de un quart du pays. C'est un sujet qui doit nous rassembler largement. Et est-ce que vous voulez traiter aussi les causes de la monoparentalité, c'est-à-dire le fait que les couples explosent très vite? Je ne crois pas que ce soit à l'État de légiférer sur les structures familiales. Il y a une évolution de la société qui fait que les gens vivent ensemble, se séparent. En revanche, je crois que nous devons renforcer la responsabilité, en l'occurrence des pères, qui bien souvent ne versent pas les pensions alimentaires ou les versent L'État se substitue retard. Maintenant, ça a été un plus. Oui, alors ça c'est bien le tiers payant. Il y a aussi la question de la fiscalisation de la pension alimentaire. C'est quand même totalement anormal qu'aujourd'hui le parent qui reçoit la pension alimentaire paye des impôts dessus. Vous avez une décision de justice avec un juge qui dit il faut payer, je sais pas, 200 € par mois. En fait, la mère, très souvent, puisque c'est souvent la mère qui reçoit la pension alimentaire, va payer des impôts sur cette somme. Ce n'est pas normal. Nous sommes favorables à défiscaliser la pension alimentaire et ce sera évidemment une des propositions, je crois, du groupe de travail. Ce groupe de travail transpartisan, il est déjà d'accord, ça va aboutir ou il y aura des tensions idéologiques?
Il n'y a pas, je crois, de sujet idéologique entre nous. Par exemple, la question de la défiscalisation de la pension alimentaire, c'est porté par une députée MoDem qui s'appelle Aude Luquet, qui nous a d'ailleurs fait adopter une proposition de loi à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement. C'est grâce à la gauche qu'elle est passée et au RN aussi qui a voté pour. Donc je crois que là, on doit se mettre autour de la table sur ce sujet qui est important pour les Français. Ce système transpartisan qu'on a vu sur d'autres textes, on l'a vu sur la loi influenceur, on l'a vu sur les déserts médicaux, est-ce que ça pourrait être une manière de travailler différente au Parlement? Est-ce que pour vous, c'est l'après-NUPES que vous ouvrez? Alors c'est pas l'après-NUPES, parce que nous on a toujours fait ça, nous les socialistes, parce qu'on a un Parlement qui n'a pas de majorité. Et donc il faut acter ce parlementarisme de fait et trouver des alliances. Moi j'ai fait adopter 2 fois par l'Assemblée nationale une loi qui nationalise EDF, rétablit les tarifs réglementés de l'électricité, avec le soutien de LR, du RN aussi. Après être allé à Bercy, soulever le lièvre. Absolument, et des députés aussi de la majorité, des députés Lyot, c'est un groupe charnière à l'Assemblée. Bref, on a travaillé déjà en transpartisan. J'ai fait adopter, par exemple, dans un projet de loi de finances, un chèque pour les gens qui se chauffent au bois, là aussi en transpartisan. Il y a le groupe de travail sur les déserts médicaux qui est aussi en transpartisan. Donc c'est l'Assemblée d'aujourd'hui, voilà, une Assemblée qui n'a pas de majorité. Elle doit trouver des femmes et des hommes qui sont prêts à se parler et à avancer. Car notre objectif, c'est de ramener des victoires à la maison. Il faut ramener des victoires aux Français. On peut pas leur dire, à l'Assemblée, on fait que s'écharper, constater l'absence de majorité, faire des vidéos pour Twitter et Instagram et rentrer chez nous ensuite bredouille. Moi, j'ai pas envie de rentrer bredouille. J'ai envie d'amener des victoires pour les gens. Et je crois que sur les familles monoparentales, sur les mères seules, on peut évidemment ramener des victoires. Est-ce que vous regarderez ce soir tard sur France 2 le complément d'enquête sur Sophia Chikirou? Oui, je pense que je le regarderai parce que je regarde complément d'enquête toutes les semaines, enfin tous les mois, donc bien sûr je regarderai. C'est panique à LFI quand même. Je ne pense pas. En tout cas, elle n'est pas elle-même paniquée. Moi, je l'ai croisée cette semaine. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui ne se laisse pas impressionner par les événements. Et je crois qu'elle est soutenue et je crois qu'elle-même ne redoute pas grand-chose des révélations qui seraient dans cette enquête. On a vu LFI faire brûler le torchon avec le Parti communiste. On a eu une des rentrées d'université d'été un peu compliquées à gauche. Encore une fois, est-ce que la NUPES n'est pas déjà finie? Je ne le souhaite pas. Aujourd'hui, l'union de la gauche, c'est un acquis. C'est une volonté de nos électeurs, électrices, des gens qui croient en nous. On ne peut pas faire cadeau à la droite, à l'extrême droite de nos divisions. Et donc, il faut maintenir cette union de la gauche. Malgré les européennes qui vont être un moment de division. Oui, moi, je suis toujours favorable à une liste commune. Je suis l'un des rares socialistes à être favorable à une liste commune. Et à y croire encore. Et écoutez, on a quand même du temps. Hein. C'est au mois de juin de l'année prochaine. Ces élections européennes, on en parle tout le temps. D'ailleurs, personne n'en a rien à faire, mais bon, on en parle tout le temps. Je crois qu'on a encore moyen de travailler sur un horizon commun. Philippe Brun, merci et bonne journée. Et donc le groupe d'études, le groupe de travail sur les familles monoparentales, vous viendrez nous en reparler quand vous serez dans la phase concrète de vote. Et ça commence mardi prochain à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. La phrase à retenir de votre invité ce matin: le monde politique français n'est pas à la hauteur sur l'immigration. Il faut lancer la machine à intégrer, notamment mieux répartir les étrangers sur notre territoire. Merci votre invité. Demain, Christophe sera François Vauglin, maire PS du 11e arrondissement de Paris. Radio J, retrouvez le Barbier.